Nous voilà au niveau de la deuxième partie du chapitre 1, intitulé Données et opérations simples. Donc, on va débuter cette deuxième partie par tout simplement la déclaration des variables, si vous voulez, la déclaration des données. En fait, on utilise variable en général pour désigner la donnée. On est d'accord? Parce que d'habitude, les données sont en général des variables. On est d'accord? Alors, pour la déclaration, vu que l'on sait très bien qu'une donnée est constituée de 3 éléments, à savoir sa catégorie, son nom et son type. Donc, au niveau de la déclaration de la donnée, on mentionne tous ces éléments-là. On précise sa catégorie, son nom ainsi que son type. On est d'accord? Et une donnée, avant de l'utiliser, il faut la déclarer. On est d'accord? Voilà, c'est ça. Maintenant, comment déclarer une constante? Donc, en pseudocode, pour déclarer une constante, c'est très simple. On met constante, c'est-à-dire la catégorie, le type, le nom et la valeur, vu que la valeur de la constante doit être connue avant d'entamer l'algorithme. Et cette valeur-là ne connaîtra pas de changement au cours du programme. On est d'accord? Donc, voilà la déclaration d'une constante en pseudocode. C'est très simple. On met constante, la catégorie, le type, le nom de la variable, le nom de la constante plutôt, et sa valeur. On est d'accord? Donc, ici, on met égal, sa valeur. Et en Pascal, c'est très simple, c'est beaucoup plus simple même en Pascal. On utilise const, pas constante mais const. Pi, voyons ici, les noms des constantes sont en majuscule, c'est par convention, on est d'accord. Égal 3,14, par exemple, pi égale 3,14. En bas, on a num, 2 points, integer égale 12. Mess égale bonjour, délimité par des apostrophes. Donc ici, vous voyez, il y a une variable, une constante plutôt, où on a précisé le type integer. Donc, avec les constantes, si on veut, on peut omettre la précision de type. On est d'accord? Parce que le compilateur va se débrouiller pour savoir quel est le type de la constante à travers sa valeur. Par exemple, ici, lorsqu'il note que la valeur de la constante est délimitée par des apostrophes, il saura qu'il s'agit d'une chaîne de caractères ou d'un caractère. On est d'accord? Et s'il note qu'il y a un séparateur, un nombre entier, un nombre qui a un séparateur, c'est-à-dire le point, il va dire que c'est un réel. Donc ici, avec la déclaration d'une constante, c'est inutile, je peux dire, de préciser le type. On est d'accord? Le compilateur va se débrouiller pour savoir le type à partir de la valeur de la constante. Donc pour déclarer une variable, c'est très simple. En pseudocode, on écrit réel, moyenne. Donc ici, on ne précise pas la valeur de la variable. On est d'accord? Donc, au niveau de la déclaration d'une variable, on ne précise pas sa valeur. D'accord, on précise sa valeur au niveau du corps du programme, comme on le verra. Alors, ici, on mentionne tout simplement le type et le nom de la variable, tout court. Donc, si on a des variables qui ont le même type, on peut les énumérer en les séparant par des virgules. On est d'accord, comme entier, côté, périmètre. Vous voyez? Et en Pascal, c'est très simple, on utilise var. Même en pseudocode, on devait utiliser variable, après réel, moyenne. On est d'accord? En Pascal, c'est beaucoup plus simple, on utilise var. Var, le nom de la variable, 2 points, le type réel, par exemple. Côté périmètre, 2 points, integer. Mais ici, au niveau de la déclaration d'une variable, on n'affecte pas de valeur à la variable. On n'initialise pas en même temps. D'accord, on fait la déclaration et après, au corps du programme, on l'initialise. On lui affecte de valeur. On est d'accord, contrairement à une constante. Parce qu'une constante, sa valeur doit être connue avant d'entamer l'algorithme. On est d'accord? Notez bien qu'une donnée est utile si elle dispose d'une valeur. À quoi bon de déclarer une donnée qui est après dépourvue de valeur? Ça, c'est futile au cours du programme. Ça n'a pas de sens au cours du programme parce que le programme ne saura pas l'exploiter parce que cette donnée est dépourvue de valeur. Et même si on essaie d'utiliser la donnée alors qu'on ne lui a pas affecté de valeur, ça peut générer une erreur. On est d'accord, ça peut générer une erreur. Donc, c'est inutile de déclarer une donnée alors que l'on ne va pas l'utiliser. D'accord? Donc, si on déclare une donnée, il faut l'initialiser. Il faut lui affecter d'une expression ou d'une valeur au corps du programme. À une variable, nous pouvons principalement affecter la valeur d'une expression, lire sa valeur au clavier. Donc, à une variable, nous pouvons principalement affecter la valeur d'une expression, lire sa valeur au clavier. On est d'accord?
on peut créer par exemple une variable résultat qui stocke le résultat d'un calcul. Par exemple, A plus B. A plus B est une expression. On est d'accord. Ou bien même on peut créer une variable et par exemple âge et après on met âge égal à 25. 25 aussi c'est une expression. Donc c'est la valeur, l'expression en réalité c'est la valeur qu'on affecte à la variable. On est d'accord. Par contre une constante on ne peut pas l'affecter d'expression. On est d'accord. Une constante a une valeur figée, a une valeur fixe. Et cette valeur ne connaîtra pas de changement au cours du programme. On peut aussi lire sa valeur au clavier. On peut aussi lire la valeur d'une variable comme aussi d'une constante. On est d'accord. Affectation. Maintenant, comment on effectue l'affectation? En pseudocode, on utilise chevron ouvrant tiré, c'est-à-dire flèche, ou deux points égales. On est d'accord. Exemple périmètre, chevron fermant, chevron ouvrant, tiré, côté fois 4. On est d'accord. Donc, on affecte périmètre, on affecte à périmètre l'expression côté fois 4. On est d'accord. Il s'agit du périmètre d'un carré. En Pascal, c'est très simple. On utilise deux points égales. Attention, si on ne met pas les deux points, on aura une belle erreur syntaxique. On est d'accord. Il faut mettre les deux points. Deux points égales. Comme ça, périmètre deux points égales, côté fois 4. Le type de la valeur affectée doit être compatible avec celui de la donnée. Le type de la valeur affectée doit être compatible avec celui de la donnée. Donc, lors de la déclaration, le type que l'on a donné à la donnée doit être identique à la valeur qu'elle va contenir. On est d'accord. C'est ça. On ne peut pas déclarer une variable de type chaîne de caractères ou bien de type entier. Après, au cours de l'affectation, on lui affecte une valeur chaîne de caractères. On lui affecte une chaîne de caractères, comme par exemple bonjour. On est d'accord. Voyons l'incohérence. Donc, on a déclaré une variable de type entier et puis sa valeur est une chaîne de caractères. Donc, ça va générer une erreur. On est d'accord. Donc, le type de la valeur affectée doit être compatible avec celui de la donnée. Continuez avec moi. Écriture à l'écran. Comment on écrit à l'écran? Comment on écrit quelque chose à l'écran? En guise d'information ou bien en guise d'invitation à saisir quelque chose à l'utilisateur. Donc, en pseudocode, on écrit tout simplement écrire. Et ce qu'on veut écrire, ce qu'on veut qu'il affiche au niveau de l'écran, on le met entre parenthèses. Écrire entre parenthèses moyenne. On veut que moyenne s'affiche à l'écran. Et en Pascal, c'est très simple. On utilise write ou write-ln. Write-ln impose tout simplement le saut de ligne. Après l'écriture, il impose le saut de ligne. Donc, ce qui se trouve après write-ln va se mettre au niveau de la ligne suivante. On est d'accord. Avec write, il n'y a pas saut de ligne. Ce qui se trouve après write se mettra à la même ligne. C'est ça la différence. Bien, pour question de lisibilité, je préfère toujours utiliser write-ln. On est d'accord. Mais ça va de soi. Par exemple, write, le périmètre est, virgule, périmètre. Write-ln tout court, write, bonjour. Donc, write, le périmètre est, virgule, périmètre. En fait, write, on peut dire que c'est une fonction qui peut contenir plusieurs paramètres. Le périmètre est, c'est un paramètre parce que c'est une valeur. C'est en fait une chaîne. On est d'accord. Périmètre, c'est une variable. On peut aussi en ajouter d'autres. Mais notez bien que les paramètres doivent se séparer par des virgules. On est d'accord. Donc le périmètre est, c'est un paramètre. On met virgule si on veut continuer en mentionnant les autres paramètres. Donc c'est très important de noter ça. On est d'accord. Ce qui est valable avec write est valable aussi avec write-ln. On est d'accord. Et write-ln tout court, write-ln point virgule tout court, impose tout simplement le saut de ligne. On n'affiche rien à l'écran. Mais quand même, il y a un effet. C'est le saut de ligne. Lecture au clavier. Maintenant, comment effectuer la lecture? Comment lire une variable, par exemple, le contenu d'une variable? En pseudocode, c'est lire. Lire entre parenthèses, la variable que l'on veut lire. Lire largeur. On veut lire la largeur. On est d'accord. Donc, en Pascal, c'est read. Read, la variable. Read, la variable. Ou bien read-ln, la variable. On est d'accord. Et read-ln tout court, ça invite à l'utilisateur de taper quelque chose. Read, voyons. Longueur, virgule, largeur. Read aussi, c'est une fonction qui peut avoir plusieurs paramètres. On est d'accord, mais les paramètres aussi sont séparés par des virgules.
Comme par exemple ici, read, longueur, largeur. Donc on invite à l'utilisateur, on invite plutôt l'utilisateur à saisir la longueur et la largeur. Donc l'utilisateur, s'il va saisir la longueur, cette valeur-là sera affectée à la variable longueur. Et s'il saisit la largeur, cette valeur-là sera affectée à la variable largeur. Aussi simple que ça. On est d'accord. Ce qui est valable avec read est valable aussi avec readLn. On est d'accord. Avec l'écriture, l'algorithme peut informer l'utilisateur sur les données de sortie ou sur les actions à faire. Avec write, autrement dit avec write ou writeLn, on peut informer à l'utilisateur ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire les informations qu'il doit transmettre. On est d'accord. Par exemple, donnez-moi ton âge, donnez-moi la largeur du rectangle, donnez-moi le périmètre du rectangle, ainsi de suite. Et aussi, mais aussi, on peut informer l'utilisateur sur les données de sortie pour lui afficher par exemple le résultat. Par exemple, la somme des deux nombres est 45. On est d'accord. Au lieu d'afficher directement 45, la valeur brute, la valeur du résultat de manière brute, sans l'accompagner de messages, on est d'accord. On préfère utiliser un texte un peu descriptif en fait pour informer à l'utilisateur vraiment le résultat. On verra un exemple. Voyons ici. Donner la note de devoir. Donc on invite l'utilisateur, on convie l'utilisateur à mentionner la note du devoir ainsi que la note de l'examen. On est d'accord. Donc ici, en orange, on a les actions à faire. Ce que l'utilisateur doit faire. On est d'accord. Ce qu'il est invité à accomplir. Et en vert, c'est la moyenne et 13,8. Donc c'est le résultat final. On informe à l'utilisateur le résultat final. Ou bien on informe à l'utilisateur les données de sortie. D'accord. La moyenne, c'est le résultat final. Au lieu d'afficher 13,8, on peut dire la moyenne est 13,8 pour être beaucoup plus descriptif. On est d'accord. Le type de la valeur lue doit être compatible avec celui de la donnée. Le type de la valeur lue doit être compatible avec celui de la donnée. Ça veut dire quoi? Si on invite à l'utilisateur de taper son âge, n'est-ce pas, âge est un entier, donc pour stocker son âge, on doit créer une variable de même type, une variable de type entier. On est d'accord. On ne doit pas créer une variable de type âge qui sera utilisée pour stocker ce que l'utilisateur a saisi, alors qu'en réalité, l'utilisateur, on lui demande de saisir son nom, par exemple. Tu as créé une variable âge de type entier et l'utilisateur va saisir un nom. Son nom, par exemple. Dans ce cas, il y a incompatibilité de type. C'est pourquoi on a dit que le type de la valeur lue doit être compatible avec celui de la donnée. Avec la lecture, l'utilisateur peut transmettre les données nécessaires à l'exécution de l'algorithme. Avec la lecture, l'utilisateur peut transmettre les données nécessaires à l'exécution de l'algorithme. Donc la manière de transmettre les données d'entrée à l'algorithme se passe avec la lecture. Read. Ln en Pascal ou read tout court. On est d'accord. Donc avec read, on invite l'utilisateur plutôt à saisir les données sur lesquelles l'algorithme va travailler afin de fournir un résultat. On est d'accord. Donc avec la lecture, l'utilisateur peut transmettre les données nécessaires à l'exécution de l'algorithme pour fournir les données, tout simplement les données d'entrée. On est d'accord. Par exemple, donner la note de devoir, c'est une donnée d'entrée. Donner la note de l'examen, c'est une donnée d'entrée. Quel est le but? Afin de faire la moyenne, tout simplement. Donc, les données transmises par l'utilisateur sont donner la note de devoir et la note d'examen. On est d'accord. Et maintenant, la donnée transmise à l'utilisateur, c'est la moyenne. On est d'accord. Il est fortement recommandé de faire précéder chaque lecture par une écriture pour informer l'utilisateur de ce qu'il doit faire. C'est comme ça. Par exemple, donner la note de devoir. Donc, on informe à l'utilisateur ce qu'il doit faire, ce qui est attendu de lui. On est d'accord. Ce qu'on attend de lui. Donner la note de devoir. Donc, on dit à l'utilisateur de mentionner la note de devoir, pas son pronom, pas son âge, mais la note de devoir. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. Il est fortement recommandé de faire précéder chaque lecture par une écriture
pour informer l'utilisateur de ce qu'il doit faire. Donc avant de mettre readLn ou read, il faut toujours mettre writeln. C'est ça ce qui est recommandé. writeln permet tout simplement à informer à l'utilisateur ce qu'il doit saisir, ce qu'on attend de lui. Par exemple, saisis-moi ton âge. C'est ça ce que ça veut dire. La casse n'est pas prise en compte en Pascal. Ça veut dire quoi? Pascal, c'est un langage qui n'est pas sensible à la casse. Largeur, tout en minuscule, comme largeur tout en majuscule, ou largeur dont une partie est en minuscule, l'autre en majuscule, c'est égal à Pascal. On est d'accord? Donc Pascal, il ne fait pas la différence. Il est insensible à la casse. Aux majuscules, minuscules, lui, il s'en fiche. On est d'accord? À partir des types standards, simples ou structurés, le programmeur peut définir ses propres types et les utiliser. Maintenant, on va s'intéresser tout simplement à la création de types. On a vu déjà les 5 types simples, à savoir l'entier, le réel, le booléen, le caractère et la chaîne de caractères, n'est-ce pas? Et notez bien qu'on peut créer nos propres types, mais à partir de ces types-là, à partir de ces types standards et structurés ou structurés, on va voir les types structurés après, dans les chapitres à venir. Donc, à partir des types standards simples ou structurés, le programmeur peut définir ses propres types et les utiliser et les exploiter. Voyons voir comment créer un type. Donc, pour créer un type, c'est très simple. On utilise le mot-clé type, après le nom du type, le nom que l'on veut donner au type, et type de base. Type de base, ça veut dire quoi? C'est un type standard ou structuré. C'est-à-dire ça doit être un entier ou un réel ou une chaîne de caractères ou un caractère ou un type structuré. On verra qu'est-ce que c'est qu'un type structuré ou bien les types structurés. On est d'accord? Donc c'est très simple. Un exemple, par exemple, type réel égale real. On est d'accord? Et maintenant, je peux créer une variable de type réel. Donc réel, c'est un type qui découle du type réel. Du type de base, du type standard real. On est d'accord? Voilà. Donc c'est très simple, c'est très facile. La création de type. Ça joue aussi à la lisibilité du code. On est d'accord? Donc ayez l'habitude de créer des types. Énumération, intervalle, type scalaire non standard. Donc voyons ici deux types scalaires non standards, à savoir l'énumération et l'intervalle. Qu'est-ce qu'une énumération? Une énumération n'est rien d'autre qu'une suite d'identificateurs dont les valeurs sont ordonnées. Une suite d'identificateurs dont les valeurs sont ordonnées. Donc une énumération renferme des valeurs uniques. On ne peut pas avoir deux valeurs identiques dans une énumération. Et les valeurs là sont ordonnées. Ça veut dire quoi? La première valeur porte l'indice 0, la deuxième valeur l'indice 1, la troisième valeur l'indice 3, l'indice 2 plutôt. Notez bien qu'en programmation, que ce soit en tableau ou bien en énumération, le premier élément porte toujours l'indice 0. On est d'accord? Le tableau débute par l'indice 0. L'index 0 si vous voulez. On commence par 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. On est d'accord? Donc si on a un tableau par exemple, ou bien une énumération qui renferme 5 valeurs, la première valeur porte l'indice 0, et la première valeur porte l'indice 0, et la dernière valeur porte l'indice 4. On est d'accord? Donc ça commence toujours par 0 et non par 1 en programmation. Donc une énumération est une suite d'identificateurs dont les valeurs sont ordonnées. Exemple, var, couleur 1, couleur 2. Donc on a créé deux énumérations, deux variables énumération qui ont ces valeurs vert, jaune, rouge. Notez bien que ces valeurs sont délimitées par des parenthèses. On est d'accord? Voyons, la première valeur porte l'indice 0, la deuxième valeur porte l'indice 1, et ainsi de suite. On est d'accord? On peut aussi créer une variable jour J, les jours de la semaine, ou bien quelques jours de la semaine. Ça va de soi. On met lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voyons. Donc l'indice de lundi, c'est 0. Et l'indice de mardi, c'est 1. Etc. C'est ça les énumérations. Les énumérations permettent tout simplement de restreindre l'ensemble des valeurs que peut avoir une variable. On est d'accord? Donc avec une énumération, ça veut dire quoi? Si on crée, donc ça veut dire quoi ici? Couleur 1 égale
Couleur 1, virgule, couleur 2 égale vert, 2 points vert, jaune, rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que couleur 1 et couleur 2 ne peuvent avoir comme valeur que verte, jaune ou rouge. Pas autre chose. Donc ici, il y a restriction de valeurs possibles. On est d'accord? De même qu'ici, jour J, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc jour J ne peut avoir comme valeur lundi, mardi, mercredi ou jeudi. Pas vendredi, ni samedi, ni dimanche. On est d'accord? Donc ça c'est... Donc l'énumération permet tout simplement de restreindre les valeurs possibles d'une variable. Continuons avec moi. Maintenant aussi, on peut créer un type énumération. C'est beaucoup plus simple. Par exemple, type drapeau scène, vert, jaune, rouge comme valeur. On est d'accord? Jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc on a créé un type énumération. Maintenant, pour l'utiliser, on crée une variable de ce type-là. Ce serait simple, c'est beaucoup plus lisible même d'ailleurs. Donc ayez l'habitude de créer des types si vous avez la possibilité. On est d'accord? Si vous trouvez que c'est important pour la lisibilité du code, pour la compréhension facile du code. Var, couleur 1, couleur 2, drapeau scène, jour J, 2 points, jour. On est d'accord? Ça c'est beaucoup plus lisible, n'est-ce pas? Donc jour J ne peut avoir comme valeur que, je le répète, comme lundi, mardi, mercredi et jeudi. Pas autre valeur. Donc c'est pareil. Donc ayez l'habitude de créer des types. C'est pour la lisibilité. Et ce sera facile pour la maintenance. Type énumération. Voyons. Donc ici, couleur 1 égale vert. On lui affecte la valeur vert. Jour J, on lui affecte la valeur lundi. Si on essaie d'affecter une valeur qui ne se trouve pas à l'énumération, il y aurait une erreur. On est d'accord? Il y aurait une erreur. Voyons. C'est pourquoi les énumérations, comme les intervalles, comme on va le voir, permettent tout simplement de restreindre l'ensemble des valeurs possibles pour une variable. On est d'accord? Donc ici, couleur 1 est égale à vert. C'est possible. Parce que vert fait partie des valeurs de l'énumération. Si on met par exemple égal bleu, on aurait une erreur. On est d'accord? Parce que bleu ne fait pas partie de l'énumération. Alors que couleur 1 est de type énumération. Jour J, idem. Couleur 1, sucre, couleur 1. Couleur 2 plutôt, égale sucre, couleur 1. Donc ici, ce qui est valable avec quelque part les entiers, c'est-à-dire on peut connaître le successeur et le précédent d'une énumération. Tout simplement parce que les valeurs d'une énumération sont ordonnées. Une énumération est de type scalaire. C'est ça ce que ça veut dire. On est d'accord? Donc vous voyez, c'est ordonné. Donc si on met sucre jaune, par exemple, on aura rouge, sucre jaune. Ce qui suit après jaune, c'est rouge. La valeur après jaune, c'est rouge. La valeur qui précède jaune, c'est vert. On met près jaune. Voyez-vous? Donc ici, couleur 2 égale sucre, couleur 1. Or, on sait que couleur 1 est égale à verte. Donc, couleur 2 sera égale à jaune. On est d'accord? Right, ordre, couleur 2. Donc, ordre permet tout simplement de renvoyer le numéro de l'indice, de renvoyer l'indice de la valeur. Donc, couleur 2, c'est jaune. L'indice de jaune, je pense bien que c'est 1. Voyez-vous? Donc, on aura 1 comme valeur. C'est très simple. On est d'accord? Donc, avec les énumérations, comme avec les entiers, comme avec les caractères, on peut connaître le précédent d'une valeur, comme aussi son successeur. On est d'accord? Une variable énumération ne peut être ni lue, ni écrite. On est d'accord? Ça veut dire quoi? On ne peut pas lire, par exemple, couleur 1. On ne peut pas lire jour J1, par exemple. Lire jour J1. On ne peut pas le lire. Ou bien écrire quelque chose. Non. Donc, une variable énumération ne peut être ni lue, ni écrite. Une variable énumération ne peut être ni lue, ni écrite. On est d'accord? Intéressons-nous maintenant au deuxième type scalaire, qui est intervalle. Une intervalle, en fait, est une partie d'un type de base.
entier booléen caractère énuméré composé de valeurs consécutives, des valeurs qui se succèdent. Voyons. Donc, un intervalle aussi permet tout simplement de restreindre les valeurs possibles d'une variable. On est d'accord. Donc, c'est une partie d'un type de base. Une partie d'un type de base. Je vous donne un exemple. Par exemple, mois courant, 1 à 12. 1, 12 sont les entiers. 1 à 12, en fait, sont les entiers. On est d'accord. Mais, on ne donne pas la possibilité à ces variables-là d'avoir n'importe quel entier. On restreint d'abord, en fait ces valeurs possibles. Donc de 1 à 12. Cette variable ne peut avoir de valeur que de 1 à 12. Voyons. Et 1 à 12, c'est une partie du type entier. On est d'accord. De même que A à R. Initial non. A à R. Voyons. Début semaine, lundi à jeudi. Donc, si on met 1, 2.12, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 12. Donc, cette variable-là peut avoir comme valeur de 1 jusqu'à 12. On est d'accord? Mais pas au-delà de 12. Pas 0. On est d'accord? C'est ça, c'est ce que ça veut dire, la définition. Un intervalle est une partie d'un type de base. D'un type de base. Voilà, que ce soit un entier, caractère, énuméré, même composé de valeurs consécutives. C'est ça ce que ça veut dire. On peut créer aussi un type intervalle, beaucoup plus simple. Par exemple, mois, 1 à 12, début chaîne, A, Z, jour, lundi, jeudi. Donc ça veut dire quoi? Lundi, mardi, mercredi, jusqu'à jeudi. On est d'accord. Chiffre, chat, voilà, 0, 9. On est d'accord. Par exemple, ici, mois courant, on crée une variable mois courant de type mois. Initial non de type début semaine. Début chaîne, voilà. Début semaine, jour. Chiffre, chaîne. Chiffre chat, comme ici. On est d'accord. Et là, read Hélène, on demande à l'utilisateur, par exemple, de saisir le mois. On le lit. Et ce qu'il va saisir doit être compris entre 1 et 12, pas au-delà de 12. On est d'accord. Initial non, on peut initialiser le nom. On peut initialiser la variable initiale non par B. Parce que B fait partie de l'intervalle. Voyons ici. Initial non, début, voyons, c'est A à Z. Et B se trouve dans cet intervalle-là. On est d'accord. Donc, on ne doit pas mentionner, initialiser la variable par d'une valeur plutôt qui sort de l'intervalle. Dans ce cas, il y aurait erreur. Parce qu'on n'a pas respecté la restriction. On aura une belle erreur de syntaxe. Une belle erreur, on est d'accord. Début semaine, mardi. Voyez-vous, on peut écrire write pour afficher. C'est très simple, vous savez ça. Ordre début semaine, voyons, vu que c'est ordonné, parce que vu que les données sont consécutives, on peut savoir leur indice. Donc c'est très simple. Donc c'est juste ça, hein? Un intervalle. Maintenant, intéressons-nous au squelette d'un programme Pascal. Le programme Pascal est constitué de 3 parties. Il y a l'entête, les déclarations et le corps. Je l'avais anticipé un peu en disant par exemple que la variable, on la déclare à la partie déclaration, mais quand même on lui affecte de la valeur au niveau du corps du programme, contrairement à la constante. On est d'accord? Donc la constante a sa valeur dès la déclaration, parce que sa valeur doit être connue avant d'entamer l'algorithme. On est d'accord? Donc un programme Pascal est constitué de ces 3 éléments-là, l'entête, déclaration et le corps du programme. Comme par exemple ce programme-là, il y a programme, moyenne, USI, CRT, var, devoir, examen, moyenne, réel, begin, des instructions, M. D'accord. Maintenant, depuis ce programme-là, qu'est-ce qui représente l'entête? L'entête de ce programme-là, c'est programme, non-programme. Donc c'est ça, programme moyenne. Programme moyenne constitue l'entête de
l'entête du programme. On est d'accord? Donc, au niveau de l'entête, on a tout simplement le nom du programme, précédé du mot-clé programme. Maintenant, la déclaration, c'est tout ce qui vient après programme, tout ce qui se met plutôt entre programme et le corps du programme. D'accord? Je veux dire entre l'entête et le corps du programme. Donc la déclaration ici, c'est uses constant var. Déclaration, c'est là où on déclare l'ensemble des données dont l'algorithme a besoin. Les données d'entrée, les données de sortie, les données intermédiaires. Tout ça passe au niveau de la partie déclaration. On est d'accord? Voilà. Donc pour ce programme-là, UseCRT, var, devar, examen, moins, réel, constitue la partie déclaration. On est d'accord? Et aussi, la déclaration d'une constante se fait aussi dans cette partie-là, dans la partie déclaration. On est d'accord? Et maintenant, introduisons-nous au corps du programme. Le corps du programme, en fait, c'est très simple à repérer. Le corps du programme est délimité par begin et end. Le corps du programme est délimité par begin et end. Voyons ici. Begin et end. Donc, tout ce qui se trouve entre begin et end constitue le corps du programme. Donc, l'initialisation d'une variable, pas d'une constante, d'une variable, se passe au niveau du corps du programme, entre begin et end. D'accord. Voilà, c'est simple. Bon, cette partie la dernière partie plutôt de ce premier chapitre touche à sa fin. Donc voilà, c'était tout pour cette partie. Donc je pense bien que c'est très simple, très facile à absorber, à digérer, c'est très compréhensible. Voilà, donc je le répète, le corps d'un programme, le squelette plutôt d'un programme Pascal est constitué de 3 parties, l'entête, déclaration et corps. L'entête, c'est tout simplement le nom du programme, avec le mot-clé programme. La déclaration, c'est là où se passe la déclaration de toutes les données dont l'algorithme a besoin. On est d'accord, à savoir les données d'entrée, les données de sortie, les données intermédiaires. Et le corps du programme renferme tout simplement toutes les instructions de l'algorithme. On est d'accord, toutes les instructions, toutes les actions primitives de l'algorithme. C'est ça. Et ce corps-là est délimité par begin et end. D'accord. Et l'intervalle, l'énumération et l'intervalle, en fait, permet tout simplement de restreindre les valeurs possibles d'une variable. Et ils sont de type scalaire, non standard. D'accord. Et la valeur des variables, les valeurs d'une énumération comme un intervalle sont consécutives. On est d'accord, sont ordonnées. Voyons. Et la première valeur porte l'indice 0. Donc, c'était tout, hein? Je pense bien. Alors, on peut s'arrêter là pour cette vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Merci.